L'invité de ce Smart Impact, c'est Laure Vérac. Bonjour. Bonjour Thomas. Bienvenue, vous êtes la cofondatrice de l'Indosphère, expert du financement participatif dédié à la transition énergétique, créée en 2014, une douzaine d'années d'expérience. 12 ans après, qu'est devenue l'Indosphère aujourd'hui? Vous en êtes où? L'Indosphère est devenue une plateforme référente et leader sur son marché en France et en Europe du financement de la transition énergétique, avec aujourd'hui près de 900 millions d'euros investis via la plateforme et une base d'investisseurs qui approche les 120 000 personnes actuellement, donc investisseurs sur nos deux plateformes, puisqu'on a aussi fait l'acquisition de l'Endopolis. Donc avec nos deux plateformes, aujourd'hui, c'est quasiment 1600 projets d'énergie renouvelable qui ont été financés depuis 12 ans. Et ce financement participatif dédié à la transition énergétique, il en est où aujourd'hui? J'avais vu qu'il y avait eu quelques années de baisse ou de pause. On en est où aujourd'hui? Aujourd'hui, ce financement participatif qui est dédié donc au financement d'actifs d'infrastructures renouvelables, c'est une colonne vertébrale, c'est un des piliers du financement participatif globalement sur le marché en France. Depuis quelques années, les plateformes dédiées à l'immobilier ont, elles, connu un ralentissement et une décollecte depuis les difficultés liées évidemment au sous-jacent, à la crise immobilière, quand pendant ce temps-là, le secteur et la verticale énergie renouvelable fait figure de valeur refuge. Et ça a tenu en quelque sorte. Une grande résilience, pas de perte définitive à date sur l'ensemble de nos encours, des projets financés, et un taux d'intérêt, une performance qui est aujourd'hui maintenue autour de 7,2% en moyenne servie aux investisseurs. Donc finalement, un couple rendement-risque qui permet aux investisseurs de s'y retrouver avec cette absence de perte et ce taux de 7,2% en moyenne l'année dernière, tout en conjuguant sans ces performances. Et ça, c'est aussi quelque part une motivation supplémentaire qu'on voit croître au fur et à mesure des années dans une logique de diversification et de verdissement des placements. Quand vous dites sens et performance, c'est vrai que je pense que c'est d'autant plus important que certains projets peuvent être confrontés. Évidemment, j'amalgame pas, c'est pas vrai pour tous, ça dépend comment ils sont présentés, etc. Mais il y a des projets d'énergie renouvelable qui sont parfois mal reçus par les riverains. Est-ce que c'est un frein au développement des projets que vous financez? Alors, on a effectivement en France des développements de projets qui peuvent faire l'objet de grandes polémiques, avec parfois des mouvements anti-éoliens notamment, mais ça commence à arriver aussi dans le solaire sur d'autres enjeux. L'éolien, c'est des enjeux de paysage, de nuisances sonores qui sont décriés par ses opposants. Sur le solaire, ça va plutôt être sur du conflit d'usage avec la superficie agricole, l'emprise au sol. L'emprise au sol, oui. Exactement. Il faut savoir que ces projets, aujourd'hui, sont très bien encadrés. Alors, le développement en France est extrêmement encadré, très long. C'est des études faune, flore, bruit, qui peuvent prendre 3, 4, 5 ans. C'est trop long d'ailleurs. C'est très long. C'est beaucoup trop long par rapport à l'urgence climatique. Et par rapport à d'autres pays où ça va plus vite. Où c'est deux fois plus court en Allemagne. C'est toujours pareil. On voit le verre à moitié vide ou à moitié plein. C'est bien parce qu'on contrôle, mais on met trop de temps. Et nous, ce qu'on montre, c'est la majorité silencieuse qui est pour ces projets. On va beaucoup entendre les opposants qui sont finalement assez peu nombreux sur les territoires et qui ont souvent des intérêts autres que ceux de nuisances dont ils parlent, qui sont souvent disproportionnés par rapport à la réalité du terrain et de l'encadrement en France de ces projets. Et donc nous, ce qu'on montre, c'est la majorité silencieuse. C'est les 100, 200, 300 personnes qui, localement, vont financer le projet, y croire, au point de le financer et de bénéficier de ses retombées économiques. Et ça, c'est quelque chose qui fonctionne toujours extrêmement bien. Sur l'ensemble des campagnes qu'on propose sur l'Indosphère, c'est peut-être aujourd'hui un tiers des projets. C'est notre ADN historique, mais c'est un tiers des projets aujourd'hui. L'autre partie, c'est des entreprises, donc des PME, des ETI de premier plan, du secteur des ENR, des énergies renouvelables, qui viennent chercher un levier de financement. Depuis 2020, et ça c'est peut-être une des évolutions aussi depuis 12 ans, on était d'abord un levier d'ancrage local, et on est devenu depuis 2020 un levier de financement à part entière dans le domaine des énergies renouvelables. Un financement complémentaire ou un financement indispensable? Quelle part vous prenez dans ces projets? Un financement complémentaire. C'est des projets qui, de toute façon, ont accès au financement bancaire. Et nous, on vient apporter, sur, par exemple, un projet de 10 MW qui va représenter, grosso modo, 10 millions d'euros. Il va y avoir 8 à 9 millions d'euros de financement bancaire. Et nous, sur la quote-part restant, on va prendre la moitié, par exemple, aux côtés des fonds propres du porteur de projet. Donc, on va être un financement complémentaire dans le tour de table avec le financement bancaire et les fonds propres. Comment vous sélectionnez les projets, notamment sur leur robustesse, la capacité à satisfaire un certain nombre de critères? On a parlé des critères environnementaux, mais aussi des critères de rentabilité, des critères économiques.
Le premier filtre, c'est de contribuer à la transition énergétique. Et donc, on va financer des centrales solaires, des parcs éoliens, des réseaux de chaleur, des unités de méthanisation. Mais on a une équipe en interne dont le métier, évidemment, de structurer les financements. Donc, avec des ratios assez classiques de financement de projets et d'analyse de ces projets. Et ensuite, d'apporter éventuellement les sûretés nécessaires, donc des nantissements, des garanties pour sécuriser au maximum les investisseurs. Tout l'enjeu pour nous, c'est de sécuriser au maximum les investisseurs, donc avec aujourd'hui à la fois un sous-jacent qui est solide, avec par nature une visibilité sur le moyen-long terme, des financements bancaires sur 15-20 ans, des tarifs d'achat sur 15-20 ans, mais une structuration qu'il faut nous analyser pour aller chercher les bonnes sûretés, les bonnes garanties en fonction de la nature du financement qu'on apporte. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on a cette absence totale de perte définitive. La PPE 3, programmation pluriannuelle de l'énergie. Alors, on l'a beaucoup attendu, on espérait une loi, c'est un décret. Bon, on verra ce que la présidentielle nous réserve et ce que sera l'avenir de cette PPE. Quels ajustements ça crée dans un secteur comme le vôtre ? La PPE 3, elle l'a eu, donc on l'a beaucoup attendu, il y a eu pas mal d'attentisme, qui fait que l'année dernière, on a effectivement eu une période un peu de flottement sur les projets à financer. Ce qu'elle a apporté, elle a été publiée là, en février 26, elle a apporté enfin cette visibilité qui était attendue par le secteur sur 10 ans. Donc elle a des objectifs à horizon 2035 qui sont en deçà des attentes et des objectifs européens, mais qui quand même apporte au secteur cette visibilité dont il a besoin pour se structurer. Est-ce qu'il y a une énergie renouvelable qui en profite plus que les autres ? Le solaire, qui en profite bien plus que les autres, avec un objectif de triplement de la puissance solaire à horizon 2035. Sur l'éolien, on maintient le rythme actuel à plus 1,5 gigawatts installés par an, en favorisant le repowering, donc le renouvellement des installations historiques, et il y a deux autres gros enjeux. C'est la baisse, la sobriété énergétique, donc la baisse des consommations, et puis la relance du nucléaire par ailleurs dans cette PPE 3. Les citoyens qui investissent, c'est quoi leur motivation ? Qu'est-ce qu'ils vous disent ? On parlait de sens tout à l'heure. Oui, alors il y a 3 grandes motivations. La première, c'est donc ce couple rendement-risque qui aujourd'hui fait l'objet d'un track record sur plus de 12 ans. Le financement participatif, c'est plus quelque chose d'un peu exotique. C'est vraiment installé aujourd'hui dans les habitudes de placement de notre base d'investisseurs. On a plus de 75% de récurrents, donc qui vont réinvestir à chaque fois qu'ils perçoivent un remboursement sur leur compte Lendosphère. Il y a évidemment donc le sens. Être certain, et c'est ce que permet le financement participatif sur l'Endosphère, c'est de choisir son portefeuille projet par projet et de ne pas faire confiance à un fonds dans lequel on pourrait retrouver des lignes finalement qui ne correspondent pas à nos valeurs ou à nos convictions. Et donc il y a cette transparence du portefeuille que chaque investisseur se crée au fur et à mesure. Et après il y a la proximité géographique. Oui, c'est ce que j'allais vous demander, la logique d'ancrage territorial, ça rentre aussi en ligne de compte. Ça rentre aussi en ligne de compte. Je vois le projet, je le connais, je suis invité à l'inauguration. Ça rend la finance très concrète et très compréhensible. Et c'est vrai que parfois on a cette perception d'une finance un peu lointaine, un peu inintelligible. Et là, le financement participatif sur l'Endosphère, ça permet de reconcrétiser cette finance. Est-ce que ça peut permettre aussi d'inverser, là, on parlait d'acceptabilité tout à l'heure, j'ai reçu dans une plénière à l'occasion de la Grande Assemblée des entrepreneurs Catherine McGregor, la présidente d'Engie, la directrice générale d'Engie, qui parlait d'un projet à Noirmoutier, sur l'île Dieu pour être précis, d'éolien en mer, Caverus, qui était vraiment totalement rejeté au départ, et puis voilà, concertation, PME locales qui ont travaillé sur le projet, où au bout du compte, tout le monde était autour de la table et content le jour de l'inauguration. À quel point votre pierre à l'édifice rend ces projets plus acceptables ? On est un levier vraiment d'appropriation, de compréhension, de pédagogie sur les projets et surtout d'ouverture du financement et des retombées financières. Il y a un vrai enjeu de partage local de la valeur de ces projets et de permettre aux riverains, aux collectivités, de pouvoir participer autour de table pour avoir un retour sur investissement et un partage de la valeur. C'est quelque chose qui est essentiel pour faire évoluer la perception du projet qui passe de une grande entreprise qui va venir capter nos ressources et conserver pour elle la valeur ajoutée à une entreprise qui vient valoriser nos ressources et qui nous en fait profiter. Est-ce qu'il y a une nouvelle catégorie de projets là, que vous voyez émerger ? On va financer des projets offshore.
On va faire partie donc de ces pierres à l'édifice, en plus de la concertation et des retombées pour les PME locales. Donc ça, c'est d'ici la fin de l'année, quelque chose qui va nous permettre d'intégrer la chaîne de valeur dans l'offshore. On a aussi un agrément européen depuis 2023 maintenant, de prestataire de services de financement participatif qui est délivré par l'autorité des marchés financiers, qui nous permet une diversification géographique et donc de mitiger le risque en fonction de différentes géographies, tout en continuant de financer des actifs renouvelables. Merci beaucoup Laure Verhaeghe et à bientôt sur Be Smart for Change. C'est l'heure de notre débat tout de suite. On va découvrir ensemble le label Terre d'innovation.